Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés? Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organija, ça vous dit quelque chose? Ce sont mes 3 premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces 3 formations, courtes et concrètes, sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 € pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funinmuseum.com/boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Summer Vibe cahier de vacances qui est donc un épisode invité. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Emma Galistre, qui est médiatrice culturelle au musée de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne à Toulouse depuis 3 ans. Emma a été en charge de monter le dossier pour l'obtention du label Tourisme et Handicap, ce fameux sésame que beaucoup de structures patrimoniales et muséales souhaitent obtenir. Et dans cet épisode, Emma va vous expliquer comment elle s'y est prise, quels sont ses meilleurs conseils, les freins et les obstacles qu'elle a rencontrés, en toute transparence et avec beaucoup de générosité. Je vous mets tous les liens vers sa structure, le musée de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne, en description de l'épisode, et je vous laisse découvrir notre fabuleuse conversation en mode accessibilité, vraiment une thématique qui nous tient à cœur toutes les deux avec la gestion des handicaps. Notre défi cahier de vacances avec Emma pour cette semaine est de repérer 3 structures pendant vos vacances, musées, châteaux, abbayes, en fonction de votre lieu de villégiature, de repérer 3 établissements qui ont le label Tourisme et Handicap et d'observer justement les modes d'accueil pour ces publics et tous les services qu'ils proposent, les aménagements, etc. D'avoir un peu un œil du tigre là-dessus et de repérer donc leurs actions. Accessibilité qui prouve justement leur légitimité à avoir ce label. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode invité de l'été qui vous inspire pour la rentrée. Bonjour Emma, je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast invité, l'une des nouveautés de la saison 2 de J'ai l'œil du tigre. Alors, comment vas-tu Emma ce matin ? Bonjour déjà Claire, moi aussi, je suis ravie de participer à ça. Pour le coup, c'est une expérience toute nouvelle. Ça va chaudement, comme tout le monde, je pense, en France aujourd'hui. Mais non, là, ça va très bien. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer et de bonne humeur. Profite-en. Super. Alors, c'est la magie des réseaux sociaux et notamment Instagram qui nous a fait nous rencontrer et nous nous sommes retrouvés sur un thème qui nous tient à cœur toutes les deux, l'accessibilité des publics au musée et en particulier l'accueil des publics souffrant d'un handicap. Tu vas nous donner aujourd'hui des conseils concrets, Emma, pour l'obtention du label Tourisme et Handicap, une aventure que tu viens de vivre dans la structure où tu travailles. On va en reparler dans quelques minutes et tu vas nous dire justement quelle est cette structure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Emma, peux-tu s'il te plaît te présenter aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots? Quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime et en particulier ton rapport avec l'accessibilité, le sujet du jour? Ok. Écoutez, je m'appelle Emma. Donc actuellement, je suis toulousaine d'adoption depuis un bon moment. Je
Je viens de la Creuse, donc c'est une des rares occasions de faire rayonner la Creuse, j'espère à plein d'échelles. Ce qui m'anime et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que j'en viens à faire ce podcast, c'est, je pense que j'ai construit tout mon parcours, en tout cas pro, avec une envie enfin, le fait de quand je visite un musée, moi je me sens stimulée, je me sens pleine d'énergie en sortant et j'ai l'impression d'avoir trouvé plein de clés et plein d'informations qui m'ont parlé à moi. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir transmettre aux gens pourquoi il y avait des choses qui étaient importantes à conserver, à valoriser, à transmettre. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler dans les musées. Et surtout dans des musées spécifiques qui sont plutôt des musées d'histoire, de mémoire ou qui racontent des parcours de vie. Parce que j'ai toujours adoré écouter les gens et j'ai eu l'impression que c'est en écoutant les gens que je pouvais parler moi-même et faire des choses et que les gens avaient tout à m'apprendre. Donc j'ai vraiment eu envie de travailler dans cette idée de valoriser des parcours de vie. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de musées qui fonctionnent là-dessus, qui racontent des histoires un petit peu plus sombres, peut-être liées à des périodes de guerre et des parcours un petit peu traumatiques. Mais j'avoue que moi, ça m'a vraiment attiré comme ça, l'idée de pouvoir raconter la vie des gens et montrer en quoi la vie des gens dans le passé ou dans le passé plus proche et dans le présent, soyons fous, pouvait nous permettre aussi de nous constituer, de nous construire et d'agir au présent. Et c'est ça qui m'a amené ici. Et ensuite, l'autre truc qui peut me définir entre les parcours il y a l'idée d'écouter les gens, de raconter des histoires et de me faire raconter des histoires, Oui. parce que c'est quand même un plaisir aussi que d'écouter les gens avant de parler moi-même. Bien sûr. C'est l'intérêt pour les langues étrangères et voilà, pouvoir communiquer à plein de personnes différentes dans plein de langues différentes. C'est aussi un truc qui m'a animée, voilà, réussir à trouver le langage pour parler au public. Et c'est comme ça que je me suis orientée, non seulement dans les musées, mais en plus dans la médiation. Et ça passe par des langues étrangères, mais aussi par des modes de visite, des niveaux de lecture, s'adapter au public. C'est ça qui me motive. Oui, on reparlera justement tout à l'heure de comment tu en es arrivé des langues étrangères à l'accessibilité, et notamment à tout ce qui est notion d'handicap. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur la structure dans laquelle tu travailles aujourd'hui, Emma? Oui, alors c'est au musée départemental de la résistance et de la déportation, du coup à Toulouse, donc qui parle de départemental, qui dépend du département de la Haute-Garonne. Et voilà, donc là-bas, moi je suis médiatrice culturelle actuellement. Donc bon, j'explique, mais Très beau j'imagine que métier, beaucoup ouais, un voilà, très très comprennent. beau métier. Ça prend plein de formes selon les structures. Et pour le coup, moi, dans ma structure actuellement, ça permet vraiment d'animer les visites, de les concevoir. On a été un musée très axé scolaire, faute de place, d'emploi du temps, Mhm. de moyens, d'horaires d'ouverture. Et actuellement, on a fait toute une refonte du musée il y a 2 ans maintenant. Oui, Pour j'avais vu ça. pouvoir s'adapter à tous les publics et justement aller chercher plutôt des publics adultes, des publics individuels et d'autres groupes. Et donc vraiment, pour le coup, il s'agit de concevoir des médiations adaptées à différents types de publics. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai eu la sensibilité et maintenant j'ai la responsabilité des publics plutôt handicapés. Après, je vais vers d'autres publics aussi, mais ça, on pourra en parler après. Et il y a un grand pendant aussi sur les expositions, aussi sur la conception d'expos que j'adore et qui pour le coup ici nous incombe pas mal quand on fait la médiation culturelle dans ce musée que je vous invite à visiter parce il est très chouette. Oui, donc multicasquette, Emma, comme tout le monde en fait, quand on travaille dans un musée notamment. Et du coup, j'ai une petite pensée pour ta collègue qui nous a mis en relation. Oui, merci Déborah. Merci Déborah de nous avoir mis en relation pour justement ce podcast. Déborah qui viendra peut-être sur le podcast aussi dans quelques semaines, pourquoi pas, sur un autre sujet. Ah bah avec plaisir parce on est binôme mais on est complémentaires donc elle peut être sur plein d'autres sujets, tout ce qui est graphisme, tout ça et ou gestion de projet et tout donc Complètement, une très très belle équipe dans ce musée. Alors, merci Emma pour ce joli portrait de toi avec des mots-clés qui me parlent beaucoup. En effet, tu vas continuer à nous raconter toute ton aventure, mais avant ça, ta ta ta, est venu le moment que tu redoutes peut-être, le défi Fast and Curious que je lance à tous mes invités du podcast. Alors, est-ce que tu connais le principe? oui oui. Oui, alors pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, je te propose deux possibilités et tu choisis le plus vite possible avec ton cœur sans réfléchir. Et bien sûr, c'est souvent des choix un peu compliqués et un peu Je fais cornéliens. partie des gens pour qui choisir c'est renoncer donc ça va être dur mais je vais le faire.
Je suis un peu pareil, on est dans le même bateau là-dessus. Alors, premier choix cornélien, tu préfères parler, attention, une langue étrangère ou la langue des signes? Ah, instantanément, je serais pénible et je dirais que ça dépend du contexte et de l'interlocuteur, quoi. Parce que je risque de pas être comprise et ça dépend si c'est toute seule, accompagnée. Ça, c'est une bonne réponse de médiatrice. Ok, donc on saura pas qu'est-ce que tu préfères entre l'un et l'autre. Et puis, il y a tellement de langues étrangères que je sais pas parler. Et puis, la langue des signes est en soi une langue étrangère. C'est vrai, complètement. Alors, plus simple, tu es plutôt musée élitiste ou musée accessible? Accessible. Bon, ça va, on va être copines alors. Tu préfères un musée qui a le label pour tous les handicaps ou plutôt un seul, mais avec un haut niveau d'ambition pour celui-ci? Mhm. Le musée qui a le label pour un seul handicap, mais qui est en mesure de... Ouais, parce que c'est pas du tout gadget et tout ça, donc autant bien faire les choses à fond et le reste peut venir ensuite. Donc un seul handicap, mais de bonne qualité. Chaque chose en son temps. Oui, en effet, oui. Parce que c'est vrai que quand on a préparé le podcast, tu m'as bien précisé que quand on fait une démarche d'obtention de label tourisme et handicap, on peut très bien être adapté à un handicap ou deux, mais pas forcément à tous. Et ça, les auditeurs ne le savent justement pas forcément. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce choix cornélien. Alors, pour toi, c'est le visiteur qui doit s'adapter ou l'environnement du musée? L'environnement. Belle question d'accessibilité, l'environnement bien sûr. Ta mission préférée du musée, transmettre ou prendre soin? Belle thématique du musée en ce moment, le prendre soin, le Parce care. que je pense qu'il faut partir de la volonté de transmettre, mais si on est un bon musée et qu'on accomplit bien nos missions, il se trouve qu'en transmettant, on prend soin des gens parce qu'on s'adapte aux gens. Donc voilà, encore une fois, une réponse un peu de Gémeaux qui dit que ben voilà, les deux ça fonctionne. Mais d'abord transmettre et c'est en transmettant qu'on peut prendre soin. Complètement d'accord, complètement d'accord. Alors pas facile ce challenge, merci Emma d'avoir joué le jeu avec moi. Première question que je voulais te poser dans ce podcast invité. Ta porte d'entrée a été le public sourd, malentendant et signant. Raconte-nous un petit peu ton aventure Ok, donc c'est le et ton petit moment histoire. biographie. C'est ça, storytelling. Alors c'est vrai qu'au début, moi, mon entrée dans ce monde-là, et qui est pas vraiment dans le monde du handicap au sens large, mais ça, peut-être on en parlera plus tard, ça a été plutôt dans le monde Oui. sourd, et en tout cas le monde signant, avant même le monde sourd, et c'était pas du tout en lien avec l'accessibilité. J'avoue que j'y avais pas pensé, et puis c'était quand j'étais en train de faire mon master d'histoire, donc avant même de m'orienter vers le monde des musées. Et en fait, c'était vraiment le fait que j'adore, en fait, j'ai commencé par adorer les mathématiques qui sont des systèmes. Et je pense que cet attrait pour les mathématiques quand j'étais jeune a fait que j'ai adoré les langues vivantes parce que Mhm. pour le coup, j'étais douée là-dedans et ça m'intéressait beaucoup parce que j'adore comprendre des systèmes et les langues étant des systèmes, moi ça me plaisait beaucoup et ça me rassurait beaucoup d'en comprendre un. Et du coup, le système de la langue des signes que j'ai pu découvrir, pour le coup, je vais être honnête, hein, c'est pas du tout dans la famille Bélier ou quoi que ce soit, ça n'a pas été un révélateur. Je dénigre en rien ce film, mais voilà, ça n'a pas fait une vocation chez moi. Mais je sais plus comment, je pense que c'est en regardant des gens discuter en langue des signes dans la rue. J'étais absolument fascinée, je voulais comprendre comment ça fonctionnait et je trouvais qu'il y avait une espèce de beauté dans ce fait de ce qui peut être comme un silence pour nous. Il y avait tellement de choses qui se véhiculaient et puis c'était le fait de parler avec le corps et pour quelqu'un qui est assez timide et inhibé comme moi, c'était juste incroyable d'être capable de pouvoir faire passer autant de choses Mhm. comme ça. Ouais, donc moi vraiment, Avec les ouais, mains c'est ça. Et puis et le c'était visage. ouais, des conversations, des moments suspendus que moi je trouvais très très beaux. Donc j'ai vraiment eu envie d'entrer dans ce monde-là de la langue des signes. Même pas le monde sourd au début, c'était vraiment la langue des signes. Donc c'est vrai que l'entrée, ça a été une langue pour moi qui avait une magnifique étrangeté avant d'être une langue étrangère et que j'ai eu envie de voir. Donc j'ai d'abord eu une initiation en langue des signes qui m'a passionnée et qui pour le coup a commencé à me remettre à ma place, j'ai envie de dire, parce que je me suis rendu compte que bah, derrière la langue, il y avait des personnes et des personnes qui pouvaient être en situation de handicap ou en tout cas de difficulté dans notre société. Et ça a commencé à me mettre un petit peu la puce à l'oreille déjà. Mais c'est surtout, j'ai découvert la richesse de cette langue-là. Vraiment que j'ai trouvé, je sais pas, génial. Vraiment, ça a été une passion pour cette langue-là.
Et du coup, que j'ai mis un peu en stand-by en reprenant mes études et tout ça, je continue à suivre ça de loin. Et il se trouve que, bah, par chance et pas par chance, hein, mais j'ai bossé pendant 1 an et demi comme médiatrice culturelle et puis j'ai arrêté pour revenir à Toulouse. Et là, j'étais au chômage. Et là, bon, après avoir passé le vent de panique de mon Dieu, je suis au chômage, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Qu'on a tous connu. c'est ça. J'ai eu de la chance. Vraiment, c'est pas du tout une histoire voilà, je dis pas que le chômage n'est pas une difficulté parce que c'en est une, hein, mais j'ai pu bénéficier d'une aide à la formation Mhm. par la région et il y avait autre chose que la région, mais par Pôle emploi, bien sûr, qui fait que j'ai pu faire une formation en langue des signes de 6 mois. Et le fait, comment j'ai justifié, j'ai fait cette demande de formation, c'est vraiment parce que c'était, pendant mon chômage, je voulais me dire, bah, tant pis, quoi qu'il en soit, ou que ce soit, je veux faire de la médiation culturelle et je veux faire des visites thématiques, avec des thématiques qui me plaisent, mais surtout adaptées au public. Et je voulais pouvoir développer cette compétence en langue des signes pour pouvoir proposer, en auto-entrepreneuse ou en employée, des visites qui étaient adaptées à différents types de publics. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une formation de 6 mois pour avoir le niveau B2 en langue des signes, grâce à une association qui s'appelle Iris à Toulouse, et pendant laquelle j'ai eu une formation là, de 6 mois qui était géniale. Franchement, ça a été un très très beau moment dans ma vie et qui m'a apporté culturellement, humainement et ensuite professionnellement. C'est sûr que ça a été un grand grand point, Oui, une mais belle c'était transformation. ouais, mais vraiment, je voulais de l'apport culturel, de l'apport humain et voilà, avoir cette corde de plus à mon arc. Mais je l'avais pas vu non plus stratégiquement comme D'accord. un truc uniquement une issue professionnelle, vraiment. Et ça a pas du tout été ça, parce que j'ai eu plein d'autres choses euh, qui m'ont été apportées pendant cette formation. Donc voilà, je sais, c'est un peu long, mais il y a plein de petites étapes qui m'ont amené là. Mais il se trouve qu'à l'issue de la formation, miracle, j'ai pu avoir directement un emploi. Et je pense que le fait d'avoir eu cette formation, bah, ça a pu intéresser aussi le musée dans lequel je travaille aujourd'hui dans le cadre de mon recrutement. Mhm. Et j'en suis même sûre parce qu'il en avait été question à Lors de ton l'entretien aussi. entretien. Mhm. Ouais. Mais parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, une fois que je re-rentrais dans le milieu professionnel, bah, c'est redevenu une clé dans le cadre du handicap. C'était pas que un apport culturel pour moi et tout ça, c'est vraiment devenu un handicap parmi les autres et ça pouvait être pour mes recruteurs, mes employeurs, ça pouvait être vraiment un atout que d'avoir un agent qui ait cette compétence-là. Mais c'est vrai que c'était dans le monde du handicap au sens large, que j'avais vraiment pas vu. Accessibilité handicap, c'est venu petit à petit dans mon intérêt pour ça. Et donc, au fur et à mesure, je vous ai dit que mon musée, il avait eu tout un projet de refonte muséographique, etc. Et à la fin de ce projet de refonte, bah, s'est posé la question justement, le musée avait déjà cette ambition dans son projet scientifique et culturel de s'engager, de s'ouvrir vers de nouveaux publics, et s'est reposé la question de l'obtention du label. Et là, bah, tiens, mon responsable s'est dit, bon, bah, il y a une compétence ici pour un des handicaps. C'est C'est toi qui vas t'y Ouais, coller. c'est un des prérequis hein, pour pouvoir avoir le label, d'avoir un référent handicap et d'avoir une personne, soit il faut la chercher à l'extérieur, soit il faut l'avoir dans son équipe, et là c'est ce qui s'est passé. Mhm. Et donc c'est comme ça que je suis devenue référente handicap pluriel pour gérer, enfin pour en tout cas organiser, permettre au musée d'obtenir le label. Donc petit à petit on en est arrivé à cette démarche-là, que honnêtement j'avais pas du tout vu venir au début de ma démarche personnelle, quoi. Ok. Alors justement, deuxième question. Raconte-nous un peu ton aventure et ton avancée justement pour obtenir ce label. Quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises dans ta démarche d'obtention du label? As-tu eu des difficultés ou au contraire des facilités? Voilà, on veut tout savoir. Dis-nous. Bah, quand on m'a dit, bah, tu vas te charger, enfin, tu vas en tout cas, toi, porter un peu le dossier du label et tout ça, après, sans être seule, parce que c'est porté ensuite par la hiérarchie. Mais je me suis dit, waouh, Gros c'est morceau. lourd, c'est un gros truc. Et bah, j'ai fait ce que je fais d'habitude. J'ai dû avoir une grosse phase d'infusion où Mhm. bah, j'ai lu tous les documents qui font dire que c'est quoi le label dans un musée, Mhm. c'est quoi les conditions pour l'obtenir. Des documents passionnants qui sont les cahiers des charges avec des Ah, cases dans tous les côtés, des documents bien administratifs.
voilà, qui sont clairement pas les romans qu'on lit avant de dormir. Pourtant, moi, j'adore rédiger des cahiers des charges. Je sais pas, toi, t'es très logique, tu vois, avec les mathématiques tout à l'heure. Moi, c'est les cahiers des charges, être ultra pragmatique, vraiment de mettre les choses dans des cases, saucissonner, découper. Mais moi, je m'éclate à faire ça. Alors que moi, ça m'angoisse profondément. Enfin, il faut que ce soit D'accord. beaucoup plus. Faut que ça sorte d'un tableau. Mais donc du coup, j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup lu. Et là, bah, le premier truc et qui a été finalement une très bonne surprise, c'est que bah, il y avait 4 types de handicap qui peuvent être concernés par le label. Et comme tu Mhm. l'as dit tout à l'heure, pour pouvoir obtenir le label, il faut au moins être capable d'accueillir des personnes en situation de handicap pour 2 types de handicap minimum. Voilà. Ok. Donc je me suis dit, bah, c'est bien de parler la langue des signes, mais c'est pas du tout ce qui va suffire et il faut vraiment s'adapter à d'autres questions. Donc je me suis dit, un monde s'ouvre à moi et ça va m'apprendre plein de choses. Et bah, ça, pour le coup, c'est assez génial de pouvoir plonger dans un truc avec plein de nouveautés et plein de défis à relever. Oui, donc deux handicaps, en sachant que peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne le savent pas, mais il y a bien quatre handicaps, hein. Handicap physique, handicap auditif, handicap visuel et handicap cognitif Voilà. et mental. Et après, à côté de ça, on peut mettre aussi toutes les difficultés, dyslexie, autisme aussi, mais qui sont plutôt des troubles un peu périphériques. Et on peut bien sûr, quand on parle de handicap, on parle aussi, corrige-moi Emma si je me trompe, mais on parle aussi parfois de polyhandicap en fait. Et il y a aussi différents degrés. Oui, voilà, très vite, bon, il y a les notions de handicap, mais en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que, bah, et j'ai eu une formation très intéressante là-dessus, qui dit qu'il faut pas penser handicap, mais plutôt personne en situation de handicap. Totalement, Et totalement. ça permet de se poser la question de, bah, est-ce que moi ça m'arrive pas en fait? Est-ce que quand il y a du bruit partout, je vais pas être en situation, et sans du tout comparer ma situation à celle d'une personne qui a vraiment ça au quotidien, mais c'est beaucoup plus facile d'imaginer des solutions quand on se dit que c'est à des moments donnés qu'il y a des difficultés rencontrées. Oui, et puis même pour les personnes, par exemple, avec entre guillemets, en situation de handicap physique, ça peut être très bien quand une maman qui vient au musée avec sa poussette, où on n'a pas forcément une facilité de déplacement, il faut des ascenseurs, il faut des rampes, il faut pas qu'il y ait des cailloux partout pour pouvoir marcher convenablement avec son petit dans la poussette. Donc voilà, c'est vrai quand on parle de difficultés et de situations d'environnement qui peuvent nous poser un peu problème, ça renvoie aussi à plein de choses que plein de visiteurs peuvent connaître en fait, tout simplement, ou même une écriture trop petite sur un cartel, voilà, parce qu'on a des petits problèmes oculaires, etc. Voilà, c'est plein de choses en fait finalement. Absolument. Oui, puis voilà, même dans toute la catégorie qui concerne le handicap mental aussi, bah, c'est des choses qui peuvent nous arriver à tous à un moment donné, parce que par exemple, bah, voilà, un des mal du siècle qui peut être la dépression peut aboutir à avoir ce genre de choses. Donc, c'est pas des choses où ce ne sont pas des gens qui naissent handicapés, on peut tous le devenir à des moments donnés, etc. Et puis c'est que souvent on a tendance à associer directement label, tourisme, handicap ou la question des handicaps à l'accessibilité pour ces publics-là, mais finalement on se rend compte qu'on en vient beaucoup plus vite à l'accessibilité universelle, avec cette idée de qui peut le plus, peut le moins, et qu'en fait ce qui va être conçu pour accueillir des personnes en difficulté, eh ben, ça va être accessible à tout le monde et profitable à tous. Donc ça, c'était une très bonne surprise aussi, une des premières. Oui, c'est vrai que par exemple, moi je vois bien quand il y a une vidéo par exemple sur un écran, moi j'apprécie beaucoup quand il y a un sous-titrage en français en plus, ou même une personne en fait signant, je trouve que même si je n'ai pas besoin de ça pour comprendre en fait ce qu'on me raconte dans une vidéo, moi je trouve que ça donne un niveau de compréhension, une facilitation de compréhension supplémentaire, même si on n'en a pas forcément besoin. Je trouve que l'outil de médiation est cette fameuse vidéo est plus riche et plus complète parce qu'elle est justement accessible d'un point de vue universel. Ouais, non, non, ça c'est vrai, franchement. Et non, il y a plein de choses comme ça. Et ce qui est bien, enfin moi ce que j'ai trouvé très bien pour revenir sur les bonnes et les mauvaises surprises, Oui, donc phase d'imprégnation, c'était la première étape.
Moi, les bonnes surprises, c'est que dans ce truc-là, et c'est là, hein, je voulais en venir pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est que un univers s'ouvre à moi et j'avais peur, voilà, d'être seule et désemparée. Et ce qui a été une très bonne surprise, c'est les interlocuteurs. J'ai jamais été toute seule du tout dans cette démarche-là. Et il y a des structures qui sont là pour nous accompagner quand on fait ce genre de dossier. Et voilà, nous, on dépendait du comité départemental du tourisme. Et j'ai eu une Oui. interlocutrice tout le long qui a été ultra disponible, qui a été très rassurante, qui m'a donné tous les documents qu'il fallait. Donc ça a été première interlocutrice vraiment très bien. Il faut pas avoir de honte à dire on monte le label, on part de rien. Ça c'est vraiment, bon, pour le coup ça a été très très bien reçu et j'ai eu les réponses qu'il me fallait. Il y a eu les associations de personnes handicapées qui ont été mais ultra Mhm. dispo et vraiment qui ont été des personnes ressources très très précieuses. Euh, et ensuite, voilà, il y a eu d'autres structures qui sont des musées, des collègues qui avaient déjà entamé ce type de démarche et qui m'ont donné des tips, qui m'ont donné des références et tout ça. Donc vraiment, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est une très très bonne surprise parce que tout le monde veut bien faire. Et encore une fois, le collectif, ça aide beaucoup. Et là, c'était précieux. Et tout ça s'est fait vraiment en toute bienveillance. Il n'y a pas ce côté de, comment dire, on marche pas sur des œufs en disant qu'on veut accueillir certains types de publics, alors que par exemple, nous, on avait une difficulté dans la muséographie et la scénographie actuelle au niveau du handicap visuel. Ce qui peut Oui. être, je pense, une difficulté de beaucoup de musées du fait d'une mise en scène par l'éclairage. Oui, quand on est par exemple en mode Nocturama ou avec... c'est de ça dont tu penses par exemple? Voilà, nous effectivement, il y avait plein de petites zones et c'est magnifique. Enfin voilà, je trouve que la scénographie par l'éclairage qu'on a est très réussie, mais c'est vrai qu'il y a des publics qui peuvent être vraiment mis en Gêné. difficulté. Et puis parce que vous savez, quand on veut en dire beaucoup et qu'on fait plein de petits cartels développés avec plein d'infos, Ah, mais c'est petit. Voilà. Et puis quand on veut protéger les objets et qu'on a une certaine luminosité à minima, c'est sûr que il y a des gens qui sont embêtés par ça. Donc ça, il y a et c'est vrai que nous, donc, on avait ce truc de se dire, bon, peut-être que le handicap visuel, ça va être très, très compliqué à régler au musée. Et on a été en contact direct avec des assos de personnes aveugles ou malvoyantes. Et pour avoir fait des visites avec eux en leur demandant des commentaires, ça a jamais été de la critique et de la condamnation et du reproche. Ça a été de la co-construction là-dessus. Et vraiment, moi, pour le coup, c'est toute cette bienveillance et cette façon de construire ensemble qui a été une très, très belle surprise. Et, euh, et ensuite, ça a été de voir, en fait, dans les différentes structures et les différentes personnes, plein de petits conseils. Enfin, j'ai appris plein de trucs, quoi, de manière de se débrouiller, de choses qui existaient que je connaissais pas. Donc, ça a été mes très bonnes surprises en travaillant là-dessus. ok. Donc là, on a parlé vraiment du côté positif, mais est-ce qu'au contraire, tu as eu certaines difficultés que pourraient connaître aussi certains auditeurs s'ils se lancent dans la démarche d'obtention du label? Quelles sont les difficultés que toi, tu as connues au contraire dans ta démarche? Ouais. Bon, je sais bien de voir le positif, mais c'est vrai que il y a eu des difficultés. La première, et à la fois je me rends compte en le disant là, et parce que j'y ai pensé que c'est à la fois une difficulté et que ça a été une facilité, Oui, c'est quelque chose que je souhaite plus à personne, mais c'est le contexte de l'année 2020, qui a été un petit peu compliqué. c'est sûr. Voilà. Et du coup, finalement, à la fois, ça m'a laissé du temps et le champ libre du fait de l'absence de public pour préparer des choses. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu organiser tous les rendez-vous qu'on a. Il y a des choses qui ont pris du temps. Il y avait des réponses qui venaient plus lentement parce que tout le monde n'était pas à son poste de travail en même temps. Donc c'est vrai que ça a été une difficulté, il faut l'admettre. Mais voilà, pour toutes les Mais missions du une musée, difficulté exceptionnelle. oui. Une autre difficulté, c'est que quand on est dans une structure qui n'a pas été créée ex nihilo, cette structure, elle a un passif. Et on peut être Mhm. tributaire de ce passif, et notamment de certaines contraintes bâtimentaires ou Oui. autres, ou voilà, d'héritage de pratiques dont on hérite et on ne peut pas forcément en faire grand-chose. Bon, là, niveau bâtimentaire, vu qu'il y avait tout plein de travaux, etc., qui avaient été faits dans le cadre d'un musée qui doit répondre après à la loi 2005 à une accessibilité du bâti, ça allait. Il y a des choses qui étaient pensées au niveau du handicap physique, tout était aux normes. Voilà, c'était un bâtiment Ok, normé, c'était c'est bien. bien ça déjà. Ouais, mais après, l'histoire de l'éclairage fait partie des difficultés, je pense, parce que voilà, on arrive dans un bâtiment sur lequel on peut plus intervenir sur certaines décisions, et là, il va falloir penser à des choses de compensation plutôt, parce qu'on pourra pas D'accord. changer ce qui existe. Et ça, voilà, il y a des moments où j'étais un peu à me dire bon, c'est comme ça, et j'ai mis du temps à te dire, et je dis pas le mot compensation est pas là pour dire qu'on fera moins bien, hein, pas du tout. Mais il faut penser autrement les choses. Elles existent comme ça, on ne pourra pas revenir sur l'existant, donc on va faire autrement.
Ça, c'était un truc. Oui, 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 bah, je te rejoins complètement dans l'état d'esprit. C'est vrai que souvent, beaucoup de personnes vont se bloquer en fait sur des contraintes pour la scénographie en fait ou la muséographie bâtimentaire, voilà, environnementale. Et en fait, il faut utiliser cette contrainte pour justement, comme tu le dis, penser différemment les choses et innover en fait autrement et être créatif tout simplement. Quand on a une contrainte, il ne faut pas la voir uniquement comme une contrainte, il faut vraiment la voir comme un levier en fait pour trouver une solution plus originale, plus et adaptée surtout au contexte. Oui, donc vraiment très intéressant, mais comme dans d'autres démarches pour faire des projets dans les musées, vraiment faire un bon bilan, un bon diagnostic de ce qu'on a et pas vouloir s'épargner, quoi. Faut dire les problèmes, il faut bien les montrer parce que, Mettre les pieds voilà. dans le plat. Ouais, plus on voit le problème, mieux on trouvera la solution et sinon ça risque d'arriver trop tard et tout ça. Donc, ouais, le déni, c'est pas bien. Faut en Non, non, tenir non, compte. faire l'autruche, ça rend service à personne parce qu'après, on a un super projet, démarche de label tourisme et handicap ou autre, ou rénover une expo et finalement, le projet, on le met dans un coin, on le fait jamais parce qu'en fait, on a marché sur des œufs et on s'est mis des œillères et on s'est pas confronté au vrai problème. Et ouais, juste une dernière difficulté avant que je l'oublie. C'est peut-être le fait qu'en fait, des fois, bah, notre réalité en tant que référent pour l'obtention du label, bah, elle rencontre d'autres réalités, d'autres personnes qui ont d'autres missions. Et leur mission principale, c'est pas la nôtre. Et c'est vrai que Oui, des fois, forcément, ça peut créer des incompréhensions ou des difficultés ou des zones d'achoppement. Notamment, ben, par exemple, les mises aux normes de documents pour que ce soit accessible en facile à lire et à comprendre. Par exemple, aux personnes en situation de handicap mental ou en visuel, en graphique, que ce soit accessible aux malvoyants, avec une certaine taille de police, une certaine charte de couleurs, à éviter certains contrastes qui sont illisibles pour eux. ouais, les italiques, mais c'est vrai, moi je lutte à chaque fois, mais pour bannir l'italique, pour les traductions, pour plein de choses. L'italique, c'est ultra dur à lire, mais pour tout le monde, ou même les lettres capitales aussi. Plein de petites choses en fait comme ça qui nous semblent anodines mais qui sont essentielles en fait pour des personnes et pas forcément de l'handicap visuel mais aussi même cognitif ou des personnes qui ont des difficultés à lire tout simplement c'est vrai que ou des dyslexiques ou autres Complètement. Ouais, ouais. Puis certaines polices, ça c'est important de se dire que la police des avec caractères, les ça joue beaucoup. empattements, Ouais. etc. Ouais. Et c'est vrai que moi qui travaille souvent avec des graphistes, quand je rédige justement des cahiers des charges de graphisme, je fais toujours un énorme paragraphe adapté au projet bien sûr sur les normes d'accessibilité ou les bonnes pratiques d'accessibilité qu'on a conclues avec la maîtrise d'ouvrage parce qu'en fait il y a quand même beaucoup, tout ce qui est accessibilité et bonnes pratiques de base, c'est pas forcément encore ultra intégré par tous les graphistes. Moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai remarqué et c'est vrai que quand on fait un cahier des charges graphisme, c'est important justement de noter tous ces éléments de police, de b.a.-ba et de les petits plus aussi qu'on apporte nous dans sa structure quand on veut un label ou quand on l'a justement. Parce que c'est pas acquis, je trouve Non. encore. Et faire tout ce travail en amont, voilà, de penser l'accessibilité en amont de tout projet, je pense que ça fait gagner un temps précieux. Mais ça, bon, peut-être que je le redirai en question 3 parce que c'est plutôt... Complètement. Et justement, avec la question 3, maintenant qu'on a vu un peu les bonnes et les mauvaises surprises, quelle est justement ta checklist ou tes 3 clés, même si on en a un petit peu parlé déjà, pour réussir cette démarche de labellisation sereinement? Alors, moi, je pense que le premier point, c'est vraiment pas se dire qu'il y a un public handicapé, qu'on est là pour accueillir un type de public, mais il faut absolument penser à des publics. Et bon, il faut que ce soit au moins 2 publics si on veut vraiment le label, mais qu'importe, en fait, moi, je vous parle du label parce que ça permet une reconnaissance, ça permet une existence dans certains réseaux, mais qu'importe, hein, faut pas forcément... On peut très bien faire une démarche Bien d'accessibilité sûr, parce que sans concrètement, le forcément vouloir label, obtenir bah, le ça nous label. permet d'exister dans le réseau du label et d'avoir cette visibilité-là, de rassurer ces publics-là qui nous Mhm. retrouvent en sachant qu'on est censé avoir tout ce qu'ils peuvent attendre pour être accueillis. Mais, et puis nous, ça nous Un engage marqueur vraiment. de crédibilité, oui. Voilà, C'est un marqueur de crédibilité, mais c'est on peut ça. Et très bien typiquement, quand on agir sent qu'on est bon sur sans un type label. de Mhm. handicap et que c'est ce qu'on veut creuser, bah faut y aller, faut pas attendre d'en avoir deux pour se lancer. Donc, bon, faut vraiment ouais, penser les publics, enfin un à un, quoi, parce que
Voilà, Ok. ça c'est Des important. publics au Et pluriel. surtout, Ok. les penser, mais pas avec ce côté moi valide, eux non valide. Cette espèce de condescendance, il faut faire ça en toute Oui. horizontalité parce que vraiment on n'est pas là pour apporter la bonne parole, c'est absolument pas comme ça. Et justement, c'est là mon deuxième conseil, c'est la co-construction. On peut pas tout faire tout seul, on n'est pas ce public-là, on a quelques expériences de ce type de situation de handicap, mais malheureux, heureusement à la fois pour nous, parce que j'imagine les difficultés, mais malheureusement on ne peut pas expérimenter certaines choses à la place de ces publics, donc il faut le faire ensemble. Sinon, je pense que c'est pas possible. Enfin, moi, j'aurais pas réussi en tout cas. Oui, et c'est justement toutes les personnes ressources dont tu nous as parlé justement lors de la question précédente. Absolument. De ne pas hésiter à mobiliser les associations, les structures qui peuvent nous accompagner, à faire des interviews, des visites sur site justement de repérage pour justement voir concrètement les choses et voir ce qui peut être adapté pour justement faciliter les choses et faciliter l'environnement. Ok. Est-ce que tu as une autre clé à nous partager? Une autre petite tirée sur ta Ouais, il y en aurait checklist? deux très vite. Bah, celui dont j'ai parlé et qui vient de me venir, c'est que vraiment, plus tôt on y pense dans n'importe quel projet, mieux c'est. Et il faut vraiment s'obliger à avoir un espèce de mémo en se disant accessibilité, accessibilité, accessibilité. Et même pas handicap, hein, vraiment penser accessibilité. Et ça permet, je pense, vraiment sur toutes les médiations, sur les expos, quand on construit des expositions temporaires, et ben c'est vrai que là, y penser avant, je me rends compte que plutôt que faire avec l'existant, bah c'est beaucoup mieux parce que ça évite de se dire bon bah ça je peux pas le changer, je vais devoir faire un autre truc à côté autrement. Si c'est déjà pensé au début, bah la chose principale sera faite pour être accessible et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, plus tôt on y pense, mieux c'est. Oui, c'est pas quand il nous reste un petit budget où on se dit tiens, on va sous-titrer la vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, non, non, faut y penser au début, puis même voilà, Et ça arrive souvent. Ça arrive super se souvent. dire il y a une exposition, puis on a oublié de penser à la taille des vitrines ou les. Bah ça c'est trop tard, donc ce serait dommage de devoir concevoir toujours ou de la médiation humaine. Malheureusement, voilà, les publics tout seuls, ils peuvent vouloir le visiter sans nous, ou se dire qu'on est obligé d'avoir un livret avec toutes les. Alors que si les vitrines avaient été pensées autrement, on aurait gagné un temps fou. Bah voilà, il faut le faire. Et en fait, ça rejoint un peu le dernier point, ça veut dire que le penser avant et le penser à l'origine de tous les projets, bah en fait, ça veut dire que cette démarche-là, il faut l'inclure dans une démarche beaucoup plus large que l'accueil des publics handicapés et de l'accessibilité universelle. Et ça, c'est vraiment, pour moi, il faut décloisonner ce label. Il est dans une politique globale d'accueil des publics du musée et c'est pas une niche où le référent, il est tout seul dans son bureau à faire les trucs dans son coin et puis de temps en temps, il rejoint l'équipe. Il faut que ce soit vraiment dans la démarche globale du musée et pour toutes les actions, que ce soit programmation culturelle, exposition, médiation humaine. Voilà, je me dis qu'il faut que ce soit vraiment tout le temps là dans la vie du musée. Oui, et inscrit dans le PSC et le projet d'équipement, le projet de médiation globale. Voilà, nous, ce qui est notre cas, et c'est vrai que c'est bien, donc, et que tout le monde y veille. Moi, j'ai une bienveillance d'équipe qui fait qu'aussi, ben, tout le monde a quasiment ce réflexe maintenant de se dire, ah, faut peut-être vérifier avec Emma que ça passe ou pas. Mm. Donc, ça, c'est très, très bien. Et voilà, vraiment, sensibiliser l'équipe. De toute façon, c'est une obligation, hein, pour le label, en tout cas, d'avoir des phases de sensibilisation, des formations de sensibilisation de l'équipe. Et moi, j'avoue avoir pu voir les retours auprès de mon équipe qui, dès qu'il y a un truc, se pose la question des handicaps et vient me la poser. Donc, ça, je suis contente parce que ça a marché. Ok, très bien. Alors merci pour ces différentes clés. Donc on en avait 5 en tout. On avait, rappelle-moi un petit peu ce qu'on avait du coup. Pas un public, mais des publics et qu'il faut les penser chacun précisément et singulièrement. La co-construction, vraiment on ne peut pas faire ça tout seul. Ouais. Qu'il faut faire ça dans une démarche beaucoup plus large et dans la politique globale du musée. Et il y avait 4 points en fait. Et qu'en fait, faut toujours penser ça en amont de tout projet. Oui, tout à fait. Merci pour ce petit mémo. Et peut-être si le cinquième, sensibiliser les équipes. Oui, sensibiliser les équipes. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast, Emma, en te posant la question que se posent sans doute les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, aussi curieux que moi. Et après avoir obtenu ce fameux sésame, ce label, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans ta structure? Oui, alors on l'a pas encore dit concrètement, mais c'est vrai qu'on a eu le label en janvier 2021 et il s'est fallu à peu près une année pour monter le dossier. Donc ça déjà très bonne nouvelle et on est à 6 mois d'existence. Bah là qu'est-ce qui va se passer, c'est que ce label il va falloir le faire vivre parce qu'en plus il a été construit dans le cadre Covid avec une année blanche où j'ai fait ça dans mon bureau avec autant que possible. Bah maintenant il va falloir le vivre avec les publics. Donc là va y avoir toute une idée de faire savoir au public qu'on est en mesure de les accueillir
et les faire venir, parce que nous on l'a eu pour les 4 types de handicap. Et donc, ouais. Et donc là, ça commence déjà à fonctionner puisqu'on a fait une visite en langue des signes samedi le 5 juin au matin avec une interprète. C'était une trop belle expérience. Et l'idée, ça va être de pérenniser ce type de visite en langue des signes, interprétée en langue des signes en simultané. Donc voilà, il va falloir aller chercher ces publics et le faire vivre avec eux. Donc créer une programmation, des médiations adaptées. Voilà, au niveau du label, ça va vraiment être ça. Aller maintenant en profiter avec les publics qui sont concernés. Donc ceux qui viennent naturellement, mais moi j'ai toute une liste de personnes à contacter pour faire vivre ce label. Et c'est ce que je disais au début, je vais fonctionner, je pense, type de handicap par type de handicap, où je vais vraiment essayer un trimestre d'aller creuser auprès des personnes malvoyantes qu'on a déjà accueillies, et là on va les accueillir aussi cet été, donc je suis très contente. Et je vais essayer vraiment d'aller chercher ces publics moi, parce que ça s'arrête pas du tout à l'obtention du label. Il faut vraiment ensuite le développer, et tout est perfectible, et à chaque exposition temporaire il faudra repenser les outils pour. Et là vraiment je me dis qu'un de nos enjeux, si au niveau de l'exposition et du bâtiment on est bon et des médiations ça va, la programmation culturelle adaptée et accessible, c'est un enjeu qui est très intéressant et qu'on va pouvoir développer. Que vous allez pouvoir approfondir avec une com et des challenges à relever du coup progressifs à chaque événement et à chaque étape. Ok. 1 million de merci Emma d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. C'est vrai que se lancer dans une démarche d'obtention du label tourisme et handicap, on l'a vu, est une vraie aventure. Et grâce à toi, nous avons à présent toutes les chances de notre côté avec ta super checklist pour éviter les couacs grâce au précieux retour d'expérience que tu nous as donné. Merci infiniment Emma de toutes tes réponses. Je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio pour ceux qui veulent mieux te connaître et tous les liens que tu m'as fournis pour que les auditeurs puissent les retrouver facilement et continuer à travailler sur cette problématique d'accessibilité en s'inspirant de ta structure et de ton expérience. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre.